Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre conversation sur le racisme dans le cadre du projet Bibliothèque vivante par le CARD et le Centre social d'aide aux immigrants. Ce projet est financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. On va reprendre avec nos invités, Monica et Nathan, deux jeunes impliqués au CARD et dans leur communauté, ainsi que Mourad, notre conseiller en relation avec la communauté au SPVM. Vous avez un peu abordé le sujet. En fait, vous avez parlé du fait que des actions que vous posez chez la police, par exemple, mais ça m'amène à parler au prochain aspect qui est la brutalité policière. Donc, avant peut-être de parler de la brutalité policière ou des solutions à la brutalité policière, peut-être chacun de vous, par commencer par Mourad, puisque vous travaillez dans le milieu policier, vous pouvez nous dire, selon vous, c'est quoi le rôle d'un policier? À quoi ça sert un policier? Écoute, si je reviens un peu à toute moi je pense la mission dont la police est investie, moi je pense c'est surtout la sécurité des citoyens, l'ensemble des citoyens et d'agir en équité avec l'ensemble des citoyens, au-delà de l'origine, au-delà de la race, du sexe, au-delà. Donc, moi, à mon niveau, qu'on est là pour la sécurité de l'ensemble de nos citoyens. Et est-ce qu'il y a eu des cas de personnes qui ont agi au-delà des règles et des lois? Je ne te mentirai pas. Oui, ça a existé et ça existe toujours. Mais est-ce que l'organisation approuve ce type de comportement? Ça, je peux t'en assurer à 200 000 que non. Et d'ailleurs, c'est ce qui interpelle le SPVM a été quand même avant-gardiste en engageant même des chercheurs à faire une étude sur les personnes ethniques, puis sur les interpellations et tout, et tout. Où est-ce que c'est ressorti que les personnes de race noire se faisaient interpeller 4,8% plus que les autres, et puis pour les personnes arabes d'origine arabe et tout, 2,8% plus que les autres, et puis les autochtones aussi, et tout, et tout. Mais cela, moi je te dirais, c'est une aubaine pour le SPV1 parce que en ayant ce type d'études où même toutes les préoccupations citoyennes dans le cadre de consultations avec les organismes communautaires, avec les citoyens, avec tout le monde, ça nourrit la réflexion du SPVM à mettre de l'avant quand même des procédures et des politiques pour essayer d'encadrer encore davantage le travail des policiers. Et on ne peut pas se le cacher, c'est qu'on a peu de policiers d'origine ethnique qui rentrent à notre service. Donc, il y a toute une politique qui est mise de l'avant pour essayer de recruter des jeunes issus des communautés. Et même Claudia, dernièrement, a assisté à une rencontre avec le QG et tout, pour voir quels sont les avenants pour essayer de recruter davantage nos jeunes issus de la communauté. Même des fois, on essaye même de trouver des éléments facilitateurs pour pouvoir leur permettre de rejoindre le service police de Montréal parce que on le sait tous que la communauté ethnique est très très forte à Montréal. À Montréal et de l'ensemble de Montréal. Et des fois, écoute, il y a des policiers qui arrivent des régions, qui arrivent. La réalité de Montréal est unique dans tout le Québec. Donc, comment faire que ces agents qui arrivent et tout connaissent un peu la réalité. Dans la formation, il y a beaucoup de cours qui sont donnés actuellement. Et il y a même dernièrement, pour te répondre, et puis je vais laisser la parole aux autres, pour répondre par rapport à tout ce qui est ressorti dans les journaux concernant les personnes interpellées de race noire, d'arabe et tout. Il y a une politique qui a été mise de l'avant sur les interpellations policières. C'est une politique qui vient un peu encadrer tout le travail des polices. Avant, on pouvait peut-être interpeller et puis c'est bon, on interpelle quelqu'un, puis on demande ses papiers et tout, mais maintenant, il y a même un formulaire qu'il faut remplir pour dire clairement pourquoi tu interpelles la personne. C'est quoi le motif d'interpellation de cette personne? Donc, moi, je trouve qu'il y a un grand pas qui est mis de l'avant par le service du SPVM. Sérieusement, écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis SPVM. Avant, j'étais dans le communautaire. J'ai créé un organisme communautaire
Après ça, j'étais à la ville. Et puis là, je suis rentré à l'intérieur du SPVM, dans le poste police 15, bien sûr. Et puis, je vois toutes les transformations positives qui se sont opérées ces dernières années. Est-ce qu'on vient de régler tout? Non. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui. Et je laisse la parole aux autres. Oui, donc peut-être, Monica, pour toi, c'est quoi le rôle d'un policier? Euh, En fait, je pense que M. Mourad l'a tout dit. Le rôle d'un policier, c'est de protéger tout le monde. C'est de protéger tout le monde, de protéger chacun, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine ethnique. C'est aussi non seulement protéger, en fait, c'est aussi de défendre les personnes. C'est ça le rôle d'un policier. Et on peut dire qu'ici, au Québec, à Montréal, les policiers, ils font leur travail parce que par rapport aux autres provinces, vu que j'ai aussi fait des recherches, par exemple aux autres provinces du Québec, ici, il y a moins de brutalité policière que par exemple en Ottawa. Donc, je peux dire qu'ici, nos policiers, ils font vraiment leur rôle et c'est ça en fait. Oui. Et euh, donc, Nathan, toi, pour toi, c'est quoi le rôle d'un policier? Le rôle d'un policier, à la base, c'est comme Mourad et Boudica viennent de le dire, c'est défendre et s'assurer que tout se déroule parce que une autre appellation, moi j'utilise beaucoup cette appellation, c'est les agents de la paix. Alors, genre, c'est comme ça que moi j'utilise beaucoup cette appellation. Genre, quand je parle des policiers, moi je dis même pas les policiers, moi je dis, ah, tu sais, attention, les agents de la paix sont là. Mais pour rejoindre ce que Mourad a dit, par exemple, maintenant, quand il parlait, et Monica, quand il parlait d'interpellation et de brutalité policière, là, je parle en tant que jeune noir immigrant, parce que ce sont des faits qui m'ont été racontés et qui ne m'ont pas seulement été racontés, c'est des faits vécus. Je pourrais parler pendant 1 heure, mais on va un peu essayer de limiter des faits vécus. C'est comme, parce que nous, on a l'aspect extérieur. Comme Oui. Mourad l'a dit, à l'intérieur, c'est là qu'il y a les changements qui sont en train de faire ci. Il a dit, est-ce que tout est... J'ai bien aimé la fin, il a dit, est-ce que tout est réglé? Non. Est-ce qu'on va vers le bon chemin? Oui. Non, mais maintenant, en tant que jeune noir qui est à l'extérieur et qui ne voit pas forcément l'intérieur, avant cette conversation, j'aurais jamais pensé comme ça. Mais pour dire que, quand on parle de brutalité policière, là, en tout cas, on peut le dire qu'au Québec, ça va. Il n'y a pas trop de brutalité policière, mis à part quelques cas vite fait qui m'ont été racontés quand on s'en passera, bien sûr. Mais maintenant, en termes d'interpellation, c'est là quand Moura dit que oui, il y a tout un fichier pour dire pourquoi ils ont été interpellés. Mais moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. En fait, s'il y a toute cette structure-là, mais le nombre de fois qu'on s'est fait interpeller juste parce qu'on était noir et arabe, ben, c'est qu'il y en a un petit peu trop. Et là, moi, je me demande un peu est-ce que ce formulaire existe ou est-ce qu'ils le remplissent, des trucs comme ça. Parce que je me souviens qu'on était trois, un noir, un arabe, et il y en a un autre, on le prend pour un arabe, mais c'est pas un arabe. On a traversé parce que c'était pas une intersection, mais on a quand même regardé gauche-droite, on voulait aller vite quelque part. On a traversé la rue, on était correct. On a traversé à trois, on traverse la rue sans bruit, rien. On regarde gauche-droite, on traverse pour aller de l'autre côté pour aller au dépanneur. Il y a une pause de police qui passe. Ok, oui, on n'a pas le droit d'accord, ça c'est tout à fait correct. On est là, le monsieur nous appelle, il nous dit ouais, ben, vous n'avez pas le droit, donnez-moi pièce d'identité, tout, numéro, adresse et tout. Nanana. Là, on lui dit mais attends, il y a un groupe de 10 personnes là-bas il y a un groupe de 10 personnes blanches ils traversent en criant, en dérangeant complètement la circulation parce qu'ils traversent au rouge. On traverse non pas seulement au rouge, mais on est dans une ruelle où on passe tout seul à une intersection. En plus, c'est one way. Donc, autrement dit, tu n'as qu'un côté à regarder parce que toutes les voitures viennent comme ça. On traverse pour aller au dépanneur. C'est nous que tu interpelles alors qu'ils sont 10 à crier à traverser au rouge. On lui dit, mais monsieur, vous ne voyez pas qu'il y a un... Moi, ça m'a mis hors de moi. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un petit problème. Ok, oui, d'accord, on n'aurait pas dû traverser là, mais tu sais, si tu nous arrêtes parce que soi-disant que tu nous demandes pourquoi on traverse là, qu'on nuit au circulement, à la circulation, pardon, mais il y a un problème. Ils sont 10 à crier, à traverser pendant que le feu est rouge, bah, va aller voir eux. Ou bien une autre fois, c'est toujours ça, on marche, on rentre pour aller, parce qu'on vivait tous avant sur la même route, on marche pour aller chez nous. Là, il y a une voisine qui appelle pour se plaindre du bruit parce qu'il faisait tard quand même. Il était quoi? Il était 22h, il était 22h, 21h30 par là. Il y a une voisine qui appelle pour se plaindre du bruit. Il y a nous, un groupe de Noirs et Arabes, et un autre groupe de Blancs là-bas. Ils speaker à fond, truc et tout.
Là, la voisine appelle et tout. Bizarrement, il n'y a plus de sécurité et tout. Mais dès que le policier arrive, c'est vers nous qu'il se tourne directement. On lui dit, attends, il y a deux voies de rue. Toi, tu viens seulement directement ici. Pourquoi ton ami n'est pas allé continuer pour parler à l'autre pour leur demander si c'était eux et un autre est resté auprès de nous? Mais vous êtes là, deux voitures ou deux, vous êtes à bout, vous venez sur un. Genre, là, on va dire, la rue est comme ça. C'est genre aller et puis pas partir. La rue est comme ça, mais carrément, tu vois que les deux voitures viennent d'un seul côté, là où nous on est, en fait. Ils viennent, ils s'arrêtent là, on lui dit, mais attends, tu vois pas, il y a un autre groupe là-bas qui sont. C'est eux qui ont mis les speakers, qui mettent de la musique. Ils me disent, non, mais ouvrez vos sacs, on va vérifier si rien. On dit, non, mais attends. Moi, j'ai dit, mais est-ce que tu as le droit de fouiller nos sacs comme ça pour savoir si on garde, si on n'a pas? On te dit qu'on n'a pas, c'est pas nous. Bah, va fouiller leurs sacs à eux. Pourquoi c'est nos sacs à nous que tu fouilles? Donc, cela veut dire que oui, OK, il y a peut-être tout ça qui est fait intérieurement, mais nous, en tant que jeunes noirs et arabes de la communauté noire et arabe, à l'extérieur, on ne le voit pas forcément. Et ça, je trouve ça un peu, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que oui, il y a plein de choses qui sont faites intérieurement pour que ça change et tout, mais on aimerait bien que, que ça ne change pas juste sur le papier, en fait, si tu vois ce que je veux dire. On Oui, aimerait que ça change aussi, tu vois, sur le fait physique et sur le côté humain, sur le côté éthique, si je peux dire ça comme ça. Parce que oui, c'est vrai que, OK, oui, là, il y a eu des sommets, il y a eu des réunions, des trucs pour améliorer les choses. Oui, d'accord. Mais en tant que jeune noir et arabe, moi, personnellement, tu me dis ça, mais moi, tu me dis ça, moi, personnellement, j'en rigole, tu sais, parce que moi, je vois pas de différence. Parce que moi, pour parler sérieusement, j'étais quand on m'a dit que ouais, il y aura peut-être l'émission, il y aura peut-être un agent de la paix. Moi, je pensais que ça allait être un policier vraiment, que j'allais lui poser cette question, me lui dire, mais pourquoi c'est toujours sur nous que tu attends, même si vous dites que là, vu que c'est toi, tu travailles avec eux, tu dis qu'à l'intérieur, l'organisme fait pour changer les choses et autres, c'est bien. Parce que moi, si je les appelle les agents de la paix aujourd'hui, c'est une appellation que j'utilise beaucoup, mais pour moi, ça ne veut plus rien dire. Pour oui, nous, essentiellement, ça ne veut plus rien dire. Quand je dis les agents de la paix, c'est même pas pour dire, ah ouais, il va nous protéger. Ah, attention, les agents de la paix, les agents de la paix. C'est rendu même, c'est un déclic. Je connais des gars, ils ont forcément rien fait. On marche, des fois, ils n'ont rien fait. On marchait dans la rue, ils n'ont rien fait. Rien de chez rien. Mais ils ont un déclic. Dès qu'ils entendent une sirène, ils se mettent à courir. Tu te demandes, parce qu'ils savent pas s'ils vont se faire prendre comme ça sans raison, parce qu'ils en ont pas envie, il faut qu'ils rentrent chez eux. T'imagines pour une mère qui voit que son fils rentre dans une voiture de poste de police, forcément parce qu'il a rien fait, parce que la police le suspecte d'avoir fait quelque chose et tout, mais bon, la mère qui reçoit son fils, elle va pas penser, elle va dire, ah, c'est bon, mon fils, ça y est. Elle va penser que, ouais, c'est bon, ça y est, mon fils a dérapé, mais en fait que non. C'est le policier qui a cru et qui l'a déposé en voiture, alors que moi, je connais plein, quand je te parle là, Morad, avec tout le respect et tout le oui, fait oui, 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 vécu, je c'est qu'il y comprends. a, il y a des gars, vraiment, je te dis que c'est fini. Là. Ils entendent une sirène, ils se mettent à courir. On est là, on est en groupe, on parle, on n'a même pas de bruit. Au pire, on est juste là, on finit un match de basket, on est là, on s'apprête, on se dit tous genre bye. C'est vraiment genre, ah bye, on se capte demain et tout, pour la pratique et tout. Mais les gars, ils entendent gna parce que soi-disant qu'il y a eu un attroupement de noirs et d'arabes, genre un attroupement, on n'a plus le droit de se dire bye. Ça y est, les gars, ils entendent, il y a des gars qui se sont fait arrêter pour rien. Ils ont entendu une sirène. Il y en a qui ont couru, ils sont plus arrêtés. Faut dire que oui, c'est vrai qu'on parle en termes de brutalité policière. Oui, je dis que ça, je le dis. Je dis oui, au Québec, il n'y a pas forcément tant de brutalité policière. Mais en termes d'interpellation et de discrimination raciale, je dis que oui, il y en a énormément. Et ça doit être changé. Il faut que ça change parce que en tant que jeunes noirs de la communauté noire et des jeunes arabes qui vivons ces faits, nous le vivons au quotidien, c'est un peu traumatisant, c'est frustrant de nous dire qu'il y a certains changements qui se font sur le papier, mais qu'on ne le voit pas Écoute, physiquement parler. écoute, Nathan, pour te répondre là, euh, je- je- écoute, je t'entends et puis j'entends beaucoup de communautés qui parlent comme ça. Puis moi, je suis sur le terrain, je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. J'en connais tellement de jeunes et tout. Et il n'y a pas que juste la communauté noire ou arabe. Moi, je pense que les policiers devraient être corrects avec l'ensemble des communautés. On ne peut Oui. pas traiter n'importe quelle Mhm. communauté. Moi, Mhm. on se parlait tout à l'heure et puis je te disais, moi, ce que j'aime dans notre service, c'est qu'on a fait une démarche transparente. Quand je dis une démarche transparente, c'est qu'on a écouté, on a écouté ce que disent les gens, on a écouté ce que disent les jeunes, ce que disent les organismes, ce que disent les citoyens. Mhm. Moi-même, j'ai fait des consultations citoyennes, j'ai fait des consultations avec les jeunes, avec les organismes, et je peux t'assurer que tout ce que je récolte comme préoccupations, je les emmène à mon service et je travaille avec mon service pour corriger la situation. D'ailleurs, même mon poste à moi a été ouvert dans
l'optique d'aider et de supporter les communautés et de dissiper tout ce dont tu es en train de parler, Nathan. Puis je suis d'accord avec toi sur certains éléments, mais est-ce que, écoute, le profilage, pour moi, toute cette notion est une préoccupation constante chez notre organisation et qui n'est pas du tout tolérée. Je peux te l'assurer ça, et puis je peux te le confirmer que c'est une pratique qui n'est pas du tout tolérée par l'organisation. Et malheureusement, des fois, il y a des gestes posés par des policiers qui peuvent être perçus comme étant du profilage. Ça peut être du profilage, pour te dire en vrai, comme ça peut être une perception. Sauf que tout ça nous emmène en tant qu'organisation à être équitable et puis à être transparent, de sortir de nos sentiers battus. Sortir de nos sentiers battus, tu sais c'est quoi? Ça veut dire que des fois, il faudrait regarder en face les choses et se dire qu'on s'est trompé, on s'est trompé. Et il faut travailler. Écoute, en Afrique, on le dit, quand on bâtit une maison, on fait les fondements et après ça, on commence à faire nos briques et tout. Moi, les fondements sont là. Est-ce que les briques ont commencé à être mises? Oui, je peux t'assurer, Nathan. Et ce que je peux dire, moi aussi, ce que je dis à tous les jeunes aussi, parce que je connais tellement de jeunes, ce que je leur dis, vous avez des droits. Moi, je leur fais même des présentations sur leurs droits aux jeunes, et puis même les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants, je les rencontre, j'en ai rencontré 650 juste dans le sud-ouest, ça fait 2 ans, en 2019, avant la pandémie, pour leur expliquer c'est quoi leurs droits ici au Québec. Si tu te fais interpeller et tu juges que tu as été mal parlé, tu as été mal interpellé, ou tu juges que tu as été discriminé par le policier, tu as des droits. Tu peux aller faire une plainte et je peux t'assurer que ces plaintes et tout prennent leur procédure jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ne se plaignent pas. Malheureusement, c'est ça notre communauté. Il faut le dire, les communautés ethniques et tout, écoute, ce n'est pas des gens qui vont porter des plaintes, sauf si c'est vraiment des cas majeurs, ils vont peut-être le faire, mais sinon, ce n'est pas des communautés qui parlent beaucoup et puis qui vont aller faire des plaintes. Mais moi, si je me sens que j'ai été lésé dans mes droits par un policier dehors, je peux t'assurer que j'ai toutes les avenants pour aller faire une plainte. Et c'est que ces plaintes permettent aussi à nous autres, au SPVM, de dire oh, tout ça là, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une préoccupation. Comment on peut travailler pour essayer de remédier à ça? C'est sûr que, comme je te disais au début, c'est un peu complexe. Mais est-ce que c'est dans la bonne voie? Oui, je peux t'assurer là. En tous les cas, je parle de mon organisation. Les autres organisations, je ne sais pas. Mais à Montréal, on est en train de prendre quand même un virage très, 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 je te dirais, très, très proliférique. Et ça peut aider à l'avenir. Moi, je te dis, l'avenir, je la vois d'un bon œil. C'est sûr qu'on va avoir toujours des gens qui vont agir au leur propre nom. Parce qu'un policier qui va faire ce type d'interpellation et qui ne sont pas en adéquation avec les lois et les règles, ça reste que c'est lui qui a fait cette interpellation, peut-être d'après sa façon de faire. Mais ce n'est pas l'organisation qui va comme cautionner ce qu'il a fait. Et c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, qu'il y a des choses que l'organisation ne tolérera jamais. Et même les lois ne les tolèrent pas. Et crois-moi que ce type de policiers sont très minimes actuellement. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a un suivi? Il va y avoir beaucoup de suivi au niveau des gestionnaires, au niveau des commandants de poste, parce que quand même le SPVM, c'est trop gros. Donc, il y a même cette politique d'interpellation. Tous les policiers ont été formés sur cette nouvelle politique. Tous les policiers, fin 2021, tous les policiers sont formés sur la nouvelle façon d'interpeller, puis le formulaire où tu dois écrire le motif d'interpellation, pourquoi tu as interpellé X ou Y ou Z, et c'était quoi son motif et tout et tout. Tout ça va être quand même cautionné dans des documents, et puis il va y avoir de la formation encore, il va y avoir du suivi des policiers, les gestionnaires sont outillés. Donc, au SPVM, je pense que c'est très important d'avoir le bagage
le bagage législatif, la plateforme législative, les lois et tout, c'est très important de les avoir. Nathan, tu sais pourquoi? Parce que demain, le policier ne peut pas dire qu'il n'a pas été outillé. Il ne peut pas dire qu'il n'avait pas reçu toutes les nouvelles politiques, les règles, les lois et tout et tout. Donc, face à une commission et tout, je pense que ses chances sont très, très minimes pour défendre sa cause. Parce que si tu vas à l'encontre des règles et des lois de ton organisation, à un moment donné, tu dois répondre de tes actes individuels. Et c'est ça, moi, je pense, je parle de mon organisation et je peux t'assurer que c'est dans cette voie qu'on est en train d'évoluer. Peut-être j'aimerais dire que, comme Mourad l'a dit, je pense en général, c'est important de savoir que le SPE, il y a toujours des policiers individuels qui vont peut-être faire du profilage ou poser des actes qu'un policier ne devrait pas poser. Et le SPVM, en tant qu'organisation, ne peut pas nécessairement être présent à tout moment pour vérifier qu'est-ce que ces policiers font. Et aussi, et son travail en tant qu'institution, c'est de mettre le plus de règlements, de politiques possibles pour éviter ça et pour faire aussi en sorte que si ça arrive, il y a le meilleur système en place pour pouvoir retrouver ces faits Exact. et pouvoir remédier à la situation. Et parlant de solutions qui permettraient de remédier à la situation, tantôt vous avez dit que, par exemple, un policier pouvait mal parler à quelqu'un ou mal agir envers quelqu'un. Souvent, on se retrouve dans des situations où par exemple, on voit plein de situations dans les réseaux sociaux où il y a des gens qui filment et tout ça, mais disons dans une situation où on est à Montréal le soir, dans une rue, il y a trois jeunes et qu'il n'y a personne autour pour filmer et qu'il y a deux policiers et que ces policiers, disons, sont pas très respectueux des politiques de la SPVM et ces jeunes vont se plaindre. Comment est-ce que l'organisation fait pour savoir si c'est le jeune qui dit la vérité ou le policier? Et une des solutions que des gens proposent, c'est de mettre des caméras corporelles sur les policiers lors de leurs interventions. Est-ce que vous, pour commencer, Mourad, vous pensez que les caméras corporelles, c'est quelque chose qui peut améliorer la transparence? Parce que c'est vrai qu'une caméra ne dit pas tout, mais on ne peut pas nier le fait que s'il y a une caméra sur les lieux, ça nous montre des choses qu'on n'aurait pas vues s'il n'y avait pas de caméra. Oui, mais tu sais que le projet des caméras a déjà été amorcé au SPVM. Il y avait même une personne, un officier qui avait ce projet, qui a commencé à le développer avec même tout l'aspect juridique, parce que c'est beaucoup de travail pour le projet de caméra corporelle et tout. Et c'est un projet qui n'est pas mort. Puis on a entendu dernièrement même certains élus parler de continuer le projet et tout. C'est sûr que c'est un projet qui est très, très coûteux. Parce que ce qui est coûteux dans le projet, c'est vraiment tout l'aspect archivage, l'archivage, parce que quand tu portes une caméra, les policiers la portent 24/24 et tout. Donc, archiver tous ces données et tout, si jamais demain, toi, tu veux déposer une plainte contre une action qui a été faite et tout, pour aller chercher le film et tout. Donc, tout cet aspect archivage, mais je te dirais, c'est parmi les outils que le SPVM veut mettre en place. C'est une question, je pense, c'est une question de budget. Parce que vous savez, avec ce qui se passe actuellement, la ville de Montréal, son budget quand même, avec toute la pandémie, on se retrouve dans un déficit et tout. Mais ce n'est pas exclu que les caméras reviennent sur la scène. Et je te dirais, c'est un des outils qui est étudié actuellement par le SPVM. Cela démontre clairement la volonté du service à équiper davantage les policiers, puis pour pouvoir faire le travail le plus, je te dirais, le plus transparent possible. Parce que des cas, écoute, on ne s'en cache pas. Des cas, il va y en avoir. Des cas, il va toujours y en avoir. Est-ce que la façon de faire avec l'outil, avec tout ce qu'on met en place, va diminuer drastiquement ça? Je te dirais oui. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure à Nathan, puis je le répète, le citoyen doit être aussi partie prenante de la solution. Quand je dis partie prenante de la solution, c'est d'aider dans ce cheminement, c'est d'alimenter aussi le SPVM sur certaines pratiques, peut-être que par des plaintes. Écoute, si moi, comme je dis tout à l'heure, je me sens lésé
par un agent qui a brimé mes droits de citoyen au-delà de qui je suis ou de ce que je représente, moi je pense qu'il est de mon devoir en tant que citoyen de dénoncer parce qu'on l'a dit au début que les policiers sont là pour notre sécurité, la sécurité de nos biens. Ils sont là aussi pour nous accompagner. Ils sont là aussi. Écoute, il y a tellement de choses qui se font par les agents du SPVM que c'est incroyable. Parce que des fois, on regarde beaucoup cet aspect peut-être d'interpellation et tout. Oui, c'est une partie importante, je ne dirais pas le contraire, loin mais il faut regarder tout l'aspect qu'on fait aussi en tant que SPVM, toute l'aide des supports qu'on apporte, l'aide des supports qu'on apporte aux communautés, que ce soit les aînés, avec toutes les porte-à-porte qu'on fait pour savoir comment ils vont nos aînés, et puis les aider dans leur démarche pour les fraudes, la question de la santé mentale, l'itinérance. Écoute, on fait plus de 1 million d'interventions par année, juste pour vous donner une idée. Et ça, c'est la première ligne. Dans tous les aspects de la société, on est la première ligne. C'est sûr, quand tu es la première ligne, tu as toujours, c'est toi tu as le plus qu'il y a, la proximité avec le citoyen, c'est le policier. Toi, si tu as, je ne sais pas moi, tu as un chat qui est monté sur ton arbre, tu veux le faire descendre, tu appelles le 911. C'est le policier qui se présente. Quelqu'un qui est en crise de santé mentale dehors, c'est qui qu'ils appellent? Ils appellent le SPVM, c'est la police qui arrive. Et des fois, on est pris avec des personnes qui ont quand même un état de santé mentale très, 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 très perturbé, puis qu'on doit le mener à l'hôpital. Et puis, donc, c'est tout ça, conjugue tout ça, puis tu vas voir l'ampleur du travail qui se fait au niveau du service de police de Montréal. Donc, je pense que je ne le dis pas parce que je te dirais par chauvinisme, loin de ça. Et puis, Dieu m'est témoin que je suis très, très objectif dans mes pensées et dans mes analyses et tout. Mais je dis une chose, c'est que je vois le travail qui se fait tous les jours et je ne peux qu'être fier de ce qu'ils font. Sérieusement, là. Est-ce qu'il y a des choses dont je ne pourrais pas être fier? Si je les vois, crois-moi que je ne suis pas quelqu'un qui va fermer les yeux puis qui ne va pas les dénoncer. Mais donc, c'est ça un peu. Oui, je pense que peu importe notre opinion sur la police, on doit reconnaître que le SPVM, par exemple, le chef de police du SPVM a été un des premiers, il n'a pas perdu de temps pour reconnaître les problèmes de discrimination au sein de la police. C'est un des premiers au Québec, je ne sais pas si pour le Canada, mais je sais qu'au Québec, c'est le premier à avoir mis une politique, comme vous avez dit, pour les interpellations surtout. C'est sûr que le SPVM, on peut être fier que des actions qu'ils posent, qui sont rapides et concrètes. Aussi, vous avez parlé du fait que les SPVM ils font plus d'1 million d'interventions par année, que c'est eux qui vont chercher le chat dans nos arbres ou qui vont faire du porte-à-porte chez nos aînés. Il y a plusieurs personnes qui diraient que la police devrait revenir à ses origines, c'est-à-dire protéger, que la police a un peu trop de fonctions et que ça serait mieux de, disons, alléger les tâches ou donner ces tâches à des agents qui seraient plus spécialisés pour ce genre de choses, qui seraient plus proches de la communauté. Et comme ça, on peut améliorer, plus se concentrer sur le rôle de protéger la police, peut-être même avoir plus de budget pour améliorer les politiques de transparence de la police. Vous en pensez quoi? Écoute, moi je te dirais bienvenue toute action dans ce sens. Je te dirais que les policiers, pour le moment, c'est sûr qu'on intervient tellement dans toutes choses, que ce soit des conflits, que ce soit partout, c'est nous qui intervenons. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être partager avec d'autres intervenants. Quand je parle d'intervenants, il y a des intervenants de la santé publique, il y a des intervenants communautaires, et ça commence à s'arborer dans ce sens. Et tu vois, par exemple, on a en matière d'itinérance, on a l'équipe Emery. L'équipe Emery, où est-ce qu'il y a un intervenant du C3S, un policier et puis un intervenant communautaire qui agissent ensemble, qui interviennent ensemble en matière d'itinérance et tout. Dans la station métro actuellement, il y a une équipe qui a été créée qui s'appelle l'équipe mixte, EMIC, une équipe mixte de concertation. C'est concerté, ça veut dire qu'il y a un intervenant social, il y a un policier, puis un intervenant de la STM
pour travailler tout l'aspect de l'itinérance à l'intérieur des métros, l'aspect de sécurité, l'aspect d'aide et support aux policiers et tout. Donc, je pense que, qu'on veuille ou non, à l'avenir, c'est des avenants dont il faudrait peut-être y penser. Comment travailler, la concertation. Tu sais, je vais te dire une chose là, moi, personnellement, je travaille en tant que conseiller en concertation et relations aux communautés. Le mot concertation, ça veut tout dire. Le mot concertation, c'est que une seule main, en Afrique, on le dit, pour Nathan, il va comprendre, une seule main ne peut pas applaudir. Il faut deux mains pour applaudir. Donc, il faut s'associer à d'autres forces pour pouvoir mener à bien nos missions. Et je pense que ce soit la sécurité ou la cohabitation urbaine, moi, je pense que c'est une question de tout le monde. Il faut une prise de conscience collective et des actions collectives. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'on peut réussir quelque chose de meilleur pour l'avenir de Montréal. Et peut-être Monica et ensuite Nathan, vous pensez quoi de cette concertation? Je pense que ce que M. Mourad a dit, c'est vrai en fait. La concertation, c'est tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer dans la société pour que tout marche. Parce que, on va dire, on ne peut pas tout mettre sur la SPVM. Ils ne peuvent pas tout faire. Oui, ils peuvent essayer, mais juste eux, ils ne pourront pas. Donc, il faut que la société entière, nous nous impliquons pour pouvoir changer les choses en fait. Donc, c'est ça que j'aurais à dire. Et puis Nathan. Oui, et moi je suis d'accord avec ce que M. Bourad a dit quand il a dit qu'une main toute seule ne peut pas applaudir, c'est qu'on a besoin de deux mains pour applaudir. Et ça revient aussi à ce que mon prof de monde contemporain disait souvent. Il disait que si un moi s'associait, ça formerait un énorme nous. Ouais. Tout ça, donc tout ça pour dire que si toi, une personne, je te disais que oui, ok, je me rends compte que la SPV a peut-être beaucoup de choses à régler comparé à ci, comparé à ci. Il y a des domaines où toi, un citoyen, tu peux intervenir, ou si un organisme pourrait intervenir, ça formerait un énorme nous, ça formerait une énorme concertation qui serait plus apte à aider tout le monde. Donc, c'est pour dire que c'est comme si, pour prendre une autre métaphore avec les mains, c'est une main lave l'autre. Ouais. Pour dire qu'une main ne peut pas se laver toute seule, parce que si l'eau coule, tu as besoin d'une main pour laver l'autre. Donc, tu as besoin d'un autre organisme pour en aider un autre. Tu as besoin d'une autre personne à la tête d'une concertation pour valoir plusieurs personnes qui sont en train d'assister à la réunion. Donc, c'est pour dire que si un mois, si une main lavait l'autre, si un mois s'associait à chaque mois qu'il y avait, ça formerait un énorme nous et nous serions alors, et nous, je dis bien, je précise, nous serions alors capables d'emmener plus d'aide pour aider les autres. Bravo, Nathan. Merci beaucoup, M. Mourad. C'est tout ce que j'avais à dire pour la concertation. Oui, donc je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est vrai que le SPVM a beaucoup de tâches sur ses épaules et que ça ne ferait que du bien, que ce soit pour le SPVM ou pour les citoyens eux-mêmes qui sont concernés, qu'il y ait une collaboration de plusieurs types d'organismes et d'agents sur le milieu pour pouvoir mener à bien les différents types d'interventions sur le terrain. On s'approche de la fin de la discussion. Je voulais juste, pour finir, euh, bon, en tout cas, sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord, on parle beaucoup du racisme contre les Noirs et avec raison, c'est quand même un problème flagrant. Mais si on vient plus au Canada, je dirais qu'on voit beaucoup la discrimination contre les Autochtones et aussi une nouvelle forme de racisme qu'on voit apparaître au Canada qui commence à Vancouver, en Colombie-Britannique, surtout parce qu'il y a une grande concentration de Chinois là-bas pour toutes sortes de raisons. Il y a un racisme anti-chinois qui commence à grandir au Canada et même partout à travers le monde parce que, disons, les actions du gouvernement chinois ne plaisent pas avec raison à la population, mais ils vont le blâmer sur le peuple chinois qui n'est pas à blâmer nécessairement pour les actions d'un gouvernement chinois. Ou, par exemple, la pandémie, la COVID-19,
qu'on pense qu'il vient de Chine, mais on n'est même pas certain. Les gens vont le blâmer contre le peuple chinois, alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, alors qu'il y a même certains d'entre eux qui sont là depuis plusieurs générations, et on va les blâmer ou on va les regarder de travers dans le métro et tout ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez brièvement de cette discrimination qui est de plus en plus présente, mais dont on ne parle pas nécessairement autant que les autres types de discrimination ou de la brutalité policière, mais qui est quand même un problème important ici au Canada. Donc, on peut commencer par Monica. Euh, En fait, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de sortes de discrimination, de racisme. C'est pas seulement envers les autochtones, les Chinois, c'est envers en fait, tout le monde peut être raciste entre eux. Il y a aussi du racisme envers les Arabes, envers les Asiatiques en général. Mais pourquoi on ne parle pas vraiment de ces racismes-là? C'est parce que c'est le racisme envers les Noirs qui est le plus, on va dire, le plus médiatisé, le plus connu, le plus qui existe depuis vraiment longtemps. Parce que pour les Noirs, on va dire, ça se voit déjà par la couleur de peau. Parce qu'on peut dire, il y a des Chinois, tu peux les mettre, tu peux les reconnaître peut-être à cause de leurs yeux, mais à certains, tu ne vas pas reconnaître. Il y a aussi d'autres Arabes. J'ai des amis, elles sont arabes, mais quand tu les vois, tu ne vas pas t'en douter, tu vas croire vraiment qu'elles sont blanches. Et pourquoi c'est le racisme, c'est vraiment noir que ça se voit? Parce que ça se voit par la couleur de la peau et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec les faits qui se sont passés à l'époque. C'est pour ça que ça se voit. Mais on ne doit pas aussi oublier les autres types de racisme. Parce que si on oublie ça, c'est comme si on dit juste, il y a juste le racisme pour les Noirs qu'on doit se battre, les autres, c'est comme si ça ne sert à rien. Non, on doit aussi se battre pour ça parce que c'est pas, comme tu l'as dit, c'est l'acte que les gouvernements chinois font. Ce n'est pas les Chinois qui sont en train de poser cet acte. Donc, on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas devenir raciste envers eux juste parce que leur gouvernement a fait ci ou leur gouvernement a fait ça. Donc, c'est vraiment triste à dire, mais les gens, ils sont racistes, même inconsciemment. Comme tu l'as dit, tu vas avoir un Chinois qui va rentrer dans le métro, les gens, ils vont se tasser. C'est inconsciemment, mais ça se fait en fait. C'est triste. Et tu l'as aussi dit aussi des racismes envers des autochtones. Donc, on doit, quand on parle de racisme, on doit voir tout ça. On ne doit pas juste voir le racisme pour le noir. Quand on veut se battre pour le racisme, moi, je dirais qu'on devrait se battre pour toutes sortes de racisme. Il n'y a pas juste une seule sorte qu'on se bat vraiment pour toutes sortes de racisme et que si on peut, qu'on essaye que ça disparaisse, en fait, que ça n'existe plus. Mourad, oui. Oui, moi je pense que c'est sûr qu'on voit beaucoup de ces choses actuellement, surtout avec l'avenant de la pandémie. Et puis aussi ne pas oublier quand elle parlait un peu de tout le comportement vers les communautés noires, on a des frontières avec les États-Unis et malheureusement ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé avec George Floyd et plusieurs cas qui se sont déroulés aux États-Unis ne jouent pas en notre faveur en quelque sorte. Ça nous donne un peu, moi je te dirais, là, c'est les policiers et tout, mais je t'entends ce que tu dis. Et il faudrait rester à l'écoute, moi je pense. Il faudrait rester à l'écoute et puis être au courant de toutes ces préoccupations parce que ça se passe à Vancouver, ça se passe à Calgary, ça pourrait arriver chez nous aussi. Mais moi, je pense que il faudrait qu'on. Moi, je pense qu'il y a la charte des droits et des libertés pour l'ensemble des citoyens canadiens et tout. Et puis, moi, je ne vois pas pourquoi on blâmerait une communauté qui est canadienne, mais qui est d'origine de XY pays pour ce que font pour les décisions qui sont prises dans leur pays, alors qu'il faudrait, moi, je pense, décloisonner ce regard. Ce regard-là, comme elle l'a dit, il faudrait qu'on essaye de décloisonner ça en se disant ou de regarder l'ensemble des citoyens sur la même longueur d'onde, sur le même pied d'égalité. Moi, je ne vois pas la différence entre moi, je sais pas, une personne issue de la communauté noire, aux communautés maghrébines, aux communautés chinoises, mais c'est par son action, qu'est-ce qu'il apporte à la société, c'est quoi son bienfait à la société. Et si je reviens aux policiers, c'est comme ça qu'on doit agir. C'est qu'il faut regarder tout le monde avec équité. C'est pas parce que si tu as commis une infraction et puis tu mérites d'être interpellé ou arrêté,
why not, que tu sois blanc, noir, ou jaune, ou vert, ou ça, au-delà de ce que tu es, c'est la personne, et puis il faut condamner l'acte, l'infraction elle-même. Et moi, c'est malheureux d'écouter ça qui se passe pour la communauté asiatique et tout, mais je pense qu'on est dans cette lignée avec la pandémie et tout. J'espère que ça va passer, et puis que cette pandémie va passer, et puis qu'on reviendra peut-être à de meilleurs jours et meilleurs, surtout sentiments envers nos communautés, l'ensemble de nos communautés. Oui. Et juste avant de laisser la parole à Nathan, je voulais peut-être aussi dire, vous avez dit communauté asiatique. Euh, une des choses qui peut même montrer à quel point c'est ridicule, c'est qu'on va voir des gens asiatiques et on va s'attaquer à eux en s'attaquant en pensant qu'ils sont des Chinois, alors qu'ils sont même pas nécessairement des Chinois, des Japonais, des Coréens, Et et tout. oui. Et on va les traiter de Chinois. Donc, juste ça montre à quel point c'est ridicule. Je vais te donner une anecdote avant de passer la parole à Nathan. Ça fait peut-être 4, 5, 6 ans, je donnais des conférences dans les prisons ici à Montréal, puis à Québec et tout. Et puis, ma conférence, c'était sur la civilisation arabo-musulmane à travers les temps. Et je posais les questions aux intervenants avant de commencer et tout. Puis je leur dis, pour vous, c'est quoi un musulman? La majorité me dit c'est un arabe. Un arabe. Donc, automatiquement, celui qui est un arabe, il est musulman. Et celui qui est musulman, il est un arabe. En sachant que, quand je leur dis que le plus grand pays musulman au monde, ce ne sont pas des arabes. Ils viennent de l'Asie sud-asiatique. Donc, pour te dire que des fois, c'est la méconnaissance en quelque sorte. Et des fois, c'est très, très important de connaître les choses, de connaître les communautés. C'est qui est qui. Et quand on arrivera à aller vers ça, moi, je pense que ça va résoudre plein de choses là. Parce qu'un arabe n'est pas forcément musulman là. Moi, je connais plein d'arabes qui ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens. Si je prends l'Égypte, ils ont une grosse communauté chrétienne. La Syrie, la même chose. Le Liban, la même chose. Et les Iraniens sont des Perses, ils sont pas des Arabes. La même chose pour les Turcs, c'est des Ottomans. Donc, c'est tout ça, mais c'est à ce niveau, moi, je pense qu'il faut informer davantage nos citoyens sur Et puis ça va aider beaucoup, moi, je pense. Oui, merci. Et finalement, Nathan. Ouais, moi, je vais revenir à ce que Mourad a dit en début de conversation quand il parlait de racisme. Il a dit c'est qu'il faudrait déjà savoir à quelle forme de racisme on assiste. Et pour que ce soit pour les Asiatiques ou pour les Noirs ou pour la communauté maghrébine, on assiste là effectivement à une forme de racisme qui est plutôt, on voit non seulement des religions, mais des pratiques, qu'elles soient culturelles ou non. Parce que comme il a dit aussi, c'est qu'il faut être à l'écoute de nos communautés. Il faut que nous puissions savoir de pourquoi il existe ces formes de racisme. Comme tu l'as dit tantôt, c'est le point que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a des gens, ça peut être des Asiatiques en général, mais ils vont directement les traiter de Chinois. Ça peut être un Japonais, mais pour eux, c'est un Chinois. Et comme Mourad l'a dit tantôt, pourquoi blâmer quelqu'un qui est peut-être au Canada depuis plus longtemps qu'un Canadien lui-même parce qu'il est d'origine chinoise. Il est pourtant, dans sa nationalité, son passeport, il est écrit qu'il est québécois, mais juste sous prétexte qu'il soit d'origine chinoise. Ben non, vu qu'il y a eu, c'est soi-disant à cause de qu'il y a eu le COVID, ça y est, c'est fini. C'est plus un Québécois ou c'est plus un Canadien. C'est maintenant un Chinois qui a emmené le COVID, mais alors que ça n'a strictement aucun rapport. Il est peut-être au Québec depuis bien avant, peut-être qu'il a quitté la Chine depuis, il n'a plus aucun rapport avec la Chine. C'est vrai que ça reste son pays d'origine, mais peut-être qu'il y va de temps en temps avoir des petites visites et tout. Mais de là dire que la pandémie est là à cause de lui parce qu'il est d'origine chinoise, c'est un petit peu, le message est un petit peu aggravé. Cette forme de racisme, comme l'a dit Morad, elle est attristante. De savoir qu'il y a des formes de racisme parce que quelqu'un a une origine genre différente de la tienne en fait. Sous prétexte qu'il ne soit pas canadien ou qu'il ne soit pas blanc ou qu'il ne soit pas quelque chose, tous les mots, je pouvais lire aussi un article qui disait que tous les mots d'un pays ou de quelque chose et en raison de cette personne parce qu'elle n'est pas de la même origine que toi. Je trouve ça attristant vraiment. Je pense que c'est clair.
Oui, donc je résumerai en disant aussi que euh, donc le racisme, c'est pas nécessairement des blancs envers les noirs seulement, c'est toutes les communautés culturelles envers toutes les communautés culturelles. Mhm. Il faut vraiment être conscient de ça, que le racisme Ouais, est partout autour de nous et qu'il il est ouais. présent dans toutes les communautés, même certaines communautés entre eux euh, peuvent faire Oui, preuve de oui. racisme. Eh Mhm. oui. Donc, Oui. et Mhm. aussi, donc c'est ça. Et une aussi des solutions, parce que c'est pas toujours le gouvernement qui peut tout régler. Une des solutions, c'est que quand nous, on est, euh, on est témoin de situations où il y a du racisme, il faut parler. Il faut pas juste rester là euh, et ne rien dire, regarder. Et il faut C'est- défendre les gens qui sont victimes de racisme autour de nous. Et Ouais. c'est comme Mhm. ça qu'ensemble, on va réussir à régler ce problème. Puis aussi, surtout, par l'éducation, parce que comme vous avez dit tantôt, une grosse partie du problème, c'est que les gens sont ignorants. Ils ont des préconceptions qui sont fausses, qui ne sont pas basées sur la réalité, qui sont basées sur des perceptions, sur des idées ancrées depuis longtemps. Mais c'est ça, donc l'éducation aussi, c'est important pour régler le problème du racisme. Donc peut-être pour terminer, euh, la conversation. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait donner un petit mot de la fin pendant 1, 2 minutes, à commencer par Monica et Nathan et ensuite Mourad pour le mot de la fin? Moi, ce que je pourrais vraiment dire pour finir, c'est que nous devons nous battre pour que le racisme envers tout le monde, envers toutes les ethnies, cesse ou du moins diminue à cesser, comme que ça baisse. Et aussi, nous devons aider la SPVM aussi à nous aider. Donc, nous devons les aider à nous aider parce qu'ils ne peuvent pas juste tout faire. Et en fait, les choses, ça doit changer. Vu que le monde, il évolue, on est au 21e siècle, nous aussi, les gens, nous devons évoluer. Donc, on doit vraiment se battre contre ça parce que on est tous égaux, en fait. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, personne qui est meilleur que l'autre. Donc, on doit vraiment se battre pour ça, essayer de changer ça et que vraiment, que dans les générations futures, qu'il n'y ait plus du racisme comme il y a en ce moment, en fait. Il n'y ait plus de brutalité policière comme il y a en ce moment. Et que c'est vrai que tout le monde ne pourra pas forcément s'aider. Il y aura toujours des conflits entre certaines personnes, mais que ces conflits soient moins grands qu'en ce moment. Donc, c'est vraiment ça que je peux dire. On doit juste essayer de travailler tous ensemble, main dans la main. Moi, mon mot de la fin, ça va revenir à ce que j'ai dit tantôt. C'est vraiment que un mois plus s'allier pour former un énorme nous, en fait. C'est que chaque personne qui soit victime ou qu'elle soit victime ou non, qu'elle soit un témoin direct ou indirect, qu'elle soit en présence ou non, pour que chaque personne puisse vraiment se lever et puisse dire non au racisme. Ça va être un moment de la fin, dire non au racisme, dire non aux discriminations, dire non au profilage, dire non à tout ce qui peut arriver, en fait. C'est que chaque personne victime ou non, témoin direct ou indirect ou non, que cette personne qui est vécue ou non, que chaque personne puisse se lever et puisse se dire que, OK, aujourd'hui, on fait ça, pas seulement pour une communauté, mais pour notre communauté. Parce que nous sommes tous de la même communauté, nous sommes tous des Québécois, nous sommes tous des Canadiens, et nous vivons tous au Canada. Que chaque personne puisse s'aider, en fait, puisse aider les autres à s'aider. Et pour Mourad, le mot de la fin, je vous poserai une question. Moi, Ça serait, tout d'abord, je ouais, dois vous juste, dire que... attendez, oui, je vais juste vous poser une question. Ça serait quoi? Vas-y. Ce serait quoi votre mot, ce serait quoi votre conseil aux personnes issues de l'immigration qui sont victimes de racisme et plus précisément aux jeunes Montréalais, aux jeunes Noirs, aux jeunes Maghrébins, aux jeunes des communautés culturelles à Montréal? Ce serait quoi votre conseil pour eux? Ouais. Moi, ce que je pourrais, sérieusement, là, ce que je peux dire, et puis c'est ce que je dis aux jeunes aussi, c'est que, comme il a dit Nathan, il faut savoir prendre sa place. Il faudrait savoir aussi qui tu es. Qui tu es, puis qu'est-ce que tu représentes pour la société. Moi, je pense que notre place, on devrait la prendre. On doit la prendre parce qu'on fait partie de ce pays. Moi, je pense qu'on fait partie du Canada, on fait partie de notre province. On aime autant notre province que l'ensemble de nos concitoyens. Moi, je pense que, moi, je dis toujours qu'il faut tirer les enseignements de l'histoire. Il faut toujours tirer les enseignements, sauf qu'il ne faut pas trop regarder le passé avec les yeux du futur. Moi, je pense que le futur, on doit le co-construire ensemble.
On doit le co-construire ensemble. C'est ça notre force. Notre force, c'est de travailler avec tout le monde. Et puis, moi, je dirais là, en plus, il faudrait aussi ne pas céder à certaines, moi, je sais pas, des fois, à certaines critiques par rapport à nos communautés et tout. Au contraire, tu l'as bien dit, des fois, nos communautés, entre elles, déjà, elles s'entre-déchirent. Alors qu'on devrait quand même être une partie prenante de la construction de cette belle société. Et je terminerai par ça. Le vivre ensemble, je pense qu'on peut tout le monde vivre ensemble et vivre bien, je pense, dans la province ou dans le pays. Là. Mhm. Donc, merci beaucoup à vous, Mourad, conseiller en relation avec la communauté chez la SPVM, Nathan, un jeune qui travaille au CARD, et Monica qui est bénévole au CARD. Donc, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. C'était vraiment une conversation enrichissante et j'espère que les spectateurs ont apprécié. Donc, je rappelle que cette vidéo a été filmée dans le cadre de la Bibliothèque vivante, le projet du CSAI et du CARD, financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Donc, merci, bonne journée. Juste pour te dire une chose aussi, là, c'est que je suis membre du CA, du Centre social d'aide aux immigrants, du CSAI. Je suis membre élu de l'OCA. Très bien. Merci. Donc, merci à toi beaucoup pour l'invitation. Oui. Merci. Allez, bye. Merci. Bye. Bye. Allez, bye. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.